Bonjour à tous. Je suis Thibaut Duchesne, je suis l'adjoint de l'administrateur général du CNAM en charge de la stratégie du développement. Bienvenue à cette conférence de presse exceptionnelle à distance. Merci à tous les journalistes qui sont présents et qui ont répondu présents à cette présentation du rapport de la chaire Nouveaux risques dans le cadre du partenariat entre le CNAM et Allianz. Nous sommes ici réunis dans la salle de direction de l'établissement public du CNAM. Je suis en compagnie d'Olivier Faron, administrateur général du CNAM, de Jacques Richier, président directeur général d'Allianz, bienvenue, d'Alain Bauer, qui est à distance, professeur du CNAM et coordinateur du rapport avec Rémi Saussier. Et Rémi Saussier, qui est en face de moi, directeur financier et anciennement directeur des risques du groupe Allianz France. Merci à tous de couper vos micros et pour les journalistes de demander une prise de parole en levant la main, en nous excusant de ces conditions, mais toutes les distances sociales sont ainsi respectées. Et je cède la parole à Olivier Faron. Merci beaucoup, très heureux de ce moment et de saluer Monsieur le Président Directeur Général, cher Jacques Richier, merci d'être au CNAM ce matin, de saluer Monsieur le Professeur, de saluer cher Rémi, cher Thibaut, puisque vous allez coordonner les discussions, et de vous saluer toutes et tous, chers membres d'Allianz, chers membres du CNAM, toutes et tous, chers amis. Je suis très heureux de ce moment qui nous réunit aujourd'hui parce que c'est un moment important. Nous sommes réunis pour cette très belle publication, CNAM Allianz, qui est un message fort. Je suis en effet convaincu que nous sommes en train d'inventer un nouveau levier scientifique. Il y a d'un côté les résultats de la recherche stricto sensu et de l'autre les interventions dans les médias. Il s'agit, Monsieur le Président Directeur Général, de nous installer dans cet espace entre les deux. Il faut aujourd'hui, plus que jamais, fabriquer une expertise de haut niveau, ou mieux de la recherche-action, j'allais dire de la recherche-intervention, comme c'est suggéré dans ces pages, pour préparer un certain nombre de grandes questions et intervenir aussi sur les enjeux de l'économie et de la société. Et de le faire en assurant, et c'est vraiment l'objet de la chaire qui nous réunit, une synergie entre deux mondes qui se sont souvent ignorés, voire tournés le dos. Le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, le monde de l'entreprise. Ce rapport marque une étape majeure, car il établit un dialogue entre, d'un côté, des universitaires reconnus, des enseignants-chercheurs d'un établissement important de notre pays, et de l'autre, des grands professionnels, des experts, des intervenants d'Allianz France. Il permet ainsi d'actualiser et de diffuser largement la manière dont se pose une question essentielle, celle du risque, et plus particulièrement du nouveau risque. Et je ne sais pas si nous avons été prophètes, en tout cas, la conférence d'Arnaud Fontanet s'est faite au moment où la pandémie se saisissait de notre pays et que nous sommes entrés dans cette période terrible qui a été celle du confinement. Donc en tout cas, nous avons presque découvert ces nouveaux risques. Les risques, ils font évidemment profondément partie du fonctionnement de nos sociétés, j'allais dire de l'existence de nos sociétés. Mais parfois, ils les bousculent, parfois, ils les chahutent, parfois, ils nous conduisent à des réflexions qui mêlent l'action dans le présent et la prospective, et c'est bien l'objet du rapport qui nous réunit. Pour le Conservatoire, il s'agit de prendre en considération cette question comme d'autres au nom des trois grandes missions que portent nos titulaires de chaire, qui sont les auteurs du côté du CNAM de ce très beau rapport. Mieux connaître en menant des recherches de haut niveau, bâtir des formations assurant la meilleure transmission possible et assurer la diffusion la plus large de tous ces savoirs, de toutes ces connaissances. Eh bien, ce rapport permet la convergence de ces trois grandes préoccupations, en assurant un trait d'union d'abord du risque vers l'assurance, et puis de l'assurance vers ce qui est l'enjeu de nos sociétés, le lien social, la cohésion sociale, notre manière aussi de vivre le lien démocratique. Mieux comprendre, c'est l'occasion de mettre en avant l'apport scientifique de ce rapport, qui est un plaidoyer pour une recherche
profondément interdisciplinaire, qui lie tous les champs des sciences dites exactes et les champs dites des sciences humaines et sociales. Approche qui permet d'avoir, en quelque sorte, une vue à 360 degrés d'une problématique. Une recherche interdisciplinaire appuyée aussi sur des modélisations des données. Et beaucoup de papiers parlent de cette réflexion sur la data, sur la manière de l'analyser. Mais aussi autour de la question d'une circulation accélérée des informations, notamment dans le cas de la pandémie. Et je renvoie au papier d'Arnaud Fontanet qui montre l'importance de comment l'information permet d'avancer sur cette question centrale. Et puis, penser les nouveaux risques, comme le propose ce rapport, c'est à la fois penser l'échelle micro, celle des différentes situations, celle des individus que nous sommes, celle des cas que nous pouvons rencontrer, et puis d'aller du micro vers le macro, vers l'échelle de toutes les formes d'échanges mondialisés, j'allais dire de tous ces risques devenus globaux de par le fonctionnement d'une société et d'une économie ouverte sur la planète. C'était donc mieux chercher. Mieux former, c'est assurer la bonne transmission au bon public, au bon moment. Ce partenariat avec un groupe aussi important qu'Alliance France est en ce sens précieux pour avancer et proposer des formations de plus en plus adaptées aux enjeux qui sont les nôtres. Des formations générales ou des formations sur des thèmes qui sont abordés par cette chaire des nouveaux risques, mais aussi, permettez-moi, Monsieur le Président, Directeur Général, un mot sur l'investissement que nous faisons à vos côtés pour vos collaborateurs dans le développement de l'ENAS, l'École nationale d'assurance du CNAM. Vous avez dans ce rapport des interventions à la fois d'Alexis Collomb et de Philippe Trainard sur lesquelles vous allez revenir, qui en sont l'expression. Pour le conservatoire, l'ENAS, c'est l'une de nos pépites, née en 1947 autour de la question de l'actuariat et qui dispose d'un soutien très clair de la profession du monde de l'assurance. Et puis, et c'est évidemment tout ce que nous nous souhaitons à travers ce rapport, tout ce que nous nous souhaitons entre Alliance France et le CNAM à l'occasion de cette première concrétisation de cette belle ambition commune. Ce que nous souhaitons, c'est de mieux diffuser. La publication de ce rapport permet ainsi ce dialogue pertinent, je l'ai dit, entre des intervenants de nos deux institutions dans une problématique de bien commun. C'est la base d'une nouvelle dynamique d'échange et d'avancée pour aller de l'avant tous ensemble, à la pulsion d'Alliance France et du CNAM, vers l'engagement dans nos économies et dans nos sociétés. Et puis, mieux diffuser les résultats, mieux diffuser les informations, c'est aussi proposer des solutions concrètes. Nous ne nous limitons pas à délivrer des résultats, à délivrer des études, des analyses. Nous souhaitons aussi aller de l'avant et co-construire un certain nombre de réflexes, voire d'actions à porter. Là encore, je renverrai au travail passionnant et à l'analyse épidémiologique passionnante portée par Arnaud Fontanet, qui débouche sur le constat du boom des téléconsultations médicales facilement accessibles. Mais on pourrait de la même façon citer le travail de Laurent Capelletti pour essayer de répondre à ce qui est la question de l'absentéisme au travail, dont on mesure bien qu'elle est nuisible aussi bien et délétère tant pour l'actif, tant pour la personne qui travaille, que évidemment pour l'entreprise et pour la société. Et donc, vous avez désormais, et c'est le choix que nous faisons, de proposer à la réflexion collective, à l'envie de partager, à une ambition de proposer de nouveaux champs, eh bien, ce rapport aujourd'hui, c'est une nouvelle pièce à cette diffusion des connaissances dont nous faisons l'une de nos valeurs cardinales chez Alliance France comme au CNAM. Et puis l'autre bonne nouvelle, cher Jacques Richier, l'autre bonne nouvelle de cet événement, c'est l'annonce d'une deuxième saison. Il y aura une suite, il y aura une part 2
de ce beau projet de la chaire Alliance France-CNAM, avec, et c'est la fin du rapport, de nouveaux sujets tout à fait passionnants. Je pense à l'économie numérique, je pense au management de la santé, je pense aux cybermenaces, et je n'en cite que quelques-unes, mais des sujets qui vont nous emporter dans cette nouvelle aventure de l'année qui s'ouvre. Je conclurai en saluant toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce beau travail, en particulier évidemment toutes celles et tous ceux qui ont permis le moment d'aujourd'hui. Permettez-moi de rendre hommage à mon adjoint Thibaut Duchesne, aux délégués de la Fondation Xavier de Montesfort, à toutes les équipes de la communication sous la houlette de Vincent Roger. Nous sommes très fiers, Monsieur le Président Directeur Général, très fiers que cet événement, que ce retour ait lieu ici, au Conservatoire, à vos côtés, et très heureux de ce beau moment. Merci beaucoup. Monsieur Richier, vous avez la parole. Merci, cher Olivier Faron. Merci de ces propos et merci de nous accueillir. Et je pense que c'était le lieu idéal, c'est-à-dire le faire dans vos locaux, au CNAM, de nous accueillir, je dirais, malgré ces conditions, puisque la vie continue. Et je tiens tout d'abord à saluer votre engagement, votre impulsion, qui ont été importantes pour que ce programme se mette en place, son accompagnement dans son déroulement. Je dois dire que, pour ma part, je pensais que c'était un sacré pari. Et je constate qu'il a été réussi et tenu dans les délais comme indiqué à l'époque. Comme vous l'avez indiqué, ce rapport, c'est le fruit d'échanges passionnants et de conférences et de rencontres sur des thématiques très diverses qui se sont déroulées donc tout au long de cette année de septembre 2019 à septembre 2020. Et même l'épidémie n'a pas réussi à interrompre notre cycle et ne nous a pas été une excuse pour décaler le programme, puisque les conférences vidéo ont remplacé les conférences physiques. Je dois dire d'ailleurs qu'il y a eu une très grande participation à distance, y compris une forte mobilisation des collaborateurs d'Alliance dans des conditions qui étaient nécessairement différentes. Ça prouve tout l'intérêt qu'ils ont vu à ces conférences et à ces travaux. Alors bien sûr, pour un assureur, la compréhension et la gestion des risques, c'est par définition le cœur de notre métier. On cherche à avoir une lecture fine de ce que sont les risques, de la manière dont ils évoluent et de comment éventuellement les prévenir. C'est bien tout l'objet de cette chaire. Et s'il est naturel de penser qu'il est important pour nous assureurs de savoir gérer des risques, il devient de plus en plus nécessaire et naturel de savoir les anticiper et je dirais de savoir lire les signaux faibles. D'où l'importance d'avoir ce que j'appellerais l'esprit ouvert. Aborder, comme c'est le cas dans ce rapport, des risques se rapportant à la démocratie, à la géopolitique, à l'absentéisme, vous l'avez cité, au travail ou à la blockchain. La pandémie que nous venons de vivre et l'impact extrêmement fort de ce Covid est un exemple d'un risque qui était connu, mais qui était sous-estimé. Et donc il y a à la fois la notion de connaître les risques, les anticiper, mais savoir également les évaluer. La mesure n'avait pas été prise. Et c'est intéressant quand on lit le document de voir que Ludovic Cohen, qui gère notre écosystème Ma Santé, la réponse est venue de l'assurance santé-vie. Quand on regarde a posteriori, et là je prends le point de vue de l'assureur, le coût du Covid sera un coût essentiellement non-vie, non-assurance santé, au niveau mondial. Et donc déjà, sur l'évaluation du risque, là où il allait être, je dirais, avoir des conséquences importantes sur l'économie, eh bien, ça a été très sous-évalué et mal lu. Pour nous, l'éclairage de chercheurs et d'universitaires est important, car il nous force à prendre un point de vue différent de celui qui est le nôtre d'habitude. Et là, je voudrais dire qu'il ne peut pas y avoir d'habitude dans un monde incertain.
Sans ces nouveaux regards, on prendrait le risque de ne pas envisager de nouveaux risques et de toujours être surpris par les événements. Certaines menaces, certains risques sont bien sûr par nature difficiles à anticiper. Mais quand la recherche et la science prouvent qu'ils sont réels ou qu'ils peuvent s'avérer, il est indispensable de s'y atteler. Car s'ils ne sont pas concrétisés, ils pourraient l'être prochainement. Vous avez évoqué la pandémie. Nous connaissons le changement climatique. Je me pose la question, et vous dites à juste titre qu'en 2021, on veut y travailler. Tout ce qui tourne autour des cyberattaques est certainement sous-évalué également. Mais c'est également les risques de modèles eux-mêmes, où je reviens sur les risques liés à la vie démocratique elle-même. L'anticipation est donc indispensable pour nous, et elle est indispensable pour nous permettre de vérifier l'assurabilité, et donc la modélisation. Cette démarche prospective permet ainsi de contribuer également à une meilleure prévention pour la société civile, y compris sur les questions d'inassurabilité, être en mesure d'anticiper ces questions-là et de travailler avec les pouvoirs publics sur les solutions possibles à inventer. Au final, avec notre chaire, ce qui a commencé comme une démarche qui était très pédagogique à l'égard de nos collaborateurs, se transforme aujourd'hui, et je pense que ce sera le cas les années suivantes, en une action de sensibilisation s'adressant à un public plus large. D'où la raison de cette réunion. Ce rapport se veut donc une modeste contribution à notre résilience collective, et j'ai été très marqué par l'étude de Cynthia Fleury, et je participe de l'idée qu'une société plus résiliente, ou participer à faire en sorte qu'une société soit plus résiliente, c'est également participer à protéger et à préserver la vie démocratique. Alors, vous avez cité quelques contributeurs, et notamment Philippe Trainard, que nous connaissons bien, nous, dans le monde de l'assurance. Et c'était intéressant parce que Philippe Trainard s'est penché sur la question de la sous-assurance, qui est aussi une question d'actualité. Question d'actualité de tous les jours, y compris dans les derniers événements que nous avons connus en termes de catastrophes naturelles. La sous-assurabilité, par exemple, a été discutée sur la question de la perte d'exploitation. Mais il examine les enjeux liés au phénomène regroupé sous le terme générique de sous-assurabilité en France et dans le monde, et les risques qu'il génère. À la fois de façon théorique, et puis il se pose bien sûr cette question qu'on doit tous se poser, quelles en sont les causes multiples et quelles seraient les solutions potentielles à envisager. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le regard de notre expert, qui est le patron des assurances de risque dommages, François Nédé, qui lui insiste sur l'évolution au fil du temps de la fonction de l'assurance, d'un outil de protection des individus et de la société contre le risque majeur. Elle a progressivement glissé vers une fonction de couverture de toute forme de risque, mais de risque à fréquence, entraînant de facto une sous-assurance généralisée des risques majeurs. Et donc, c'est un constat qui se fait de part et d'autre, et notamment sur la question des risques majeurs. En fait, quand on parle d'assurance, on a voulu couvrir beaucoup de petits risques, et petit à petit, on a oublié les risques à faible fréquence et à impact significatif. Je voudrais, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, avant de parler du risque démocratique, il y a quelque chose, puisque Rémi Saucier, qui est notre nouveau directeur financier et qui était le directeur des risques chez Allianz, a contribué, et il a travaillé en réponse à une contribution de Michel Bérat. C'est intéressant, c'est sur les risques liés aux modèles et à leur utilisation, où sont définies les limites fondamentales des capacités de modélisation statistique des risques complexes. C'est le travail théorique d'un côté et la réponse pratique de l'autre. Et je trouve intéressante également la réponse de Rémi sur le sujet,
qui insiste, au-delà de l'humilité du modélisateur face à ces modèles, sur la nécessaire humilité également de l'utilisateur, qui, pour tirer quelques conclusions et prendre le temps, s'il ne prend pas le temps de la réflexion, pourrait en tirer de mauvaises conclusions. Et on pourrait tomber dans l'écueil de la facilité de faire confiance absolue et aveugle au modèle, comme on pourrait tomber dans l'écueil qui consisterait à douter en permanence du modèle. En somme, pour éviter de devenir le principal risque lui-même lié au modèle ou à son utilisation. Et c'est le Chief Risk Officer qui le disait. Maintenant qu'il est CFO, il aura un regard différent. Mais c'est toujours la même histoire de l'expérimentateur a un effet sur l'expérience. Et en la matière, cette question de la modélisation, évidemment, est majeure. Je ne manque pas de terminer parce que pour moi, ça a été interpellant et j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la contribution de Cynthia Fleury sur démocratie et nouveaux risques. Et je pense que c'est un sujet qui doit tous nous interpeller. Quel est dans le contexte actuel du réchauffement climatique, du numérique, de la situation économique et sociale et de la pandémie qui ne fait qu'aggraver ces éléments-là, quelles peuvent être les conséquences à venir de la non-gestion de ces risques sur la vie démocratique? Voilà, je voulais citer quelques exemples parce que pour nous, comme je le disais, ce qui est important, c'est de sortir de notre quotidien de gestion des risques et d'avoir ainsi pu capter des signaux faibles, pouvoir en parler, travailler, éventuellement en parler avec les pouvoirs publics si nous considérons que ce sont des risques qui demain auront des difficultés à trouver des preneurs d'assurance. C'est aussi ça notre rôle dans la société civile, c'est prévenir les risques, assurer ces risques ou trouver des solutions. Merci à nouveau des travaux de tous les enseignants-chercheurs et merci aussi de l'état d'esprit dans lequel cette année et cette chaire s'est déroulée. Merci beaucoup. Merci Jacques Richier, merci Olivier Faron, Rémi Saucier, donc directeur financier, anciennement directeur des risques, qui est présent. Alain Bauer est en visio, professeur du CNAM et coordinateur du rapport avec Rémi Saucier. J'invite les journalistes présents à lever la main pour poser des questions aux quatre intervenants s'ils le souhaitent. Rémi Saucier, peut-être un petit mot ? Je tiens tout d'abord à remercier les professeurs-chercheurs du CNAM avec lesquels nous avons échangé. Côté Allianz, en fait, nous avons fonctionné avec différentes approches. Une approche ou un format appelé grand public, destiné à favoriser l'acculturation au risque de l'ensemble de nos collaborateurs. Et comme l'a souligné M. Richier tout à l'heure, on a vu une grande participation, quels que soient les thèmes, ce qui a démontré un intérêt qui rejoint un petit peu ce que vous évoquiez, M. Richier, sur le fait qu'au-delà des risques, il y a un enjeu sociétal et démocratique, et on l'a bien vu dans la participation. Et le deuxième format a été en petit comité, donc nous étions entre 15 et 20 personnes avec un chercheur, avec les experts côté Allianz et la personne représentante du CNAM travaillant plus spécifiquement sur le dossier. Et là, on a eu des échanges extrêmement nourris et très intéressants pour lesquels les interactions et les retours qui nous ont été faits ont été extrêmement positifs. Vous avez dit, M. Faron, tout à l'heure, une expression que j'aime beaucoup. Vous avez parlé de recherche-action. Et je pense que vraiment, on a besoin dans l'entreprise, comme dans le monde de la recherche, de se connecter les uns aux autres pour pouvoir mieux appréhender ces nouveaux risques qui ont une particularité, c'est qu'ils sont multiples et avec impact là où on ne les attend pas. Et c'est ce que vous soulignez, M. Richier, le Covid a davantage touché nos branches d'assurance non-vie que nos branches santé. Effectivement, je partage le constat qu'on avait sous-estimé l'impact de la pandémie et on y avait travaillé pourtant en septembre 2019 où on s'était posé des questions autour du risque pandémique, mais on ne l'avait regardé que sous l'angle santé. Et effectivement, il y a eu des conséquences qui ont été sur l'environnement économique, sur l'environnement financier qui naturellement touche un assureur. Et donc, ces débats ont été extrêmement très riches. À titre personnel,
j'ai une affection pour le CNAM puisque je suis moi-même diplômé du CNAM. Non. Évidemment, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les différents professeurs et à échanger tout au long de cette année. Et même à venir physiquement ce matin, traverser la cour a été pour moi un moment d'émotion, parce que vous êtes dans des très beaux locaux. Et en tout cas, maintenant, il faut regarder vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut capitaliser sur ce qu'on a su construire en 2019-2020 dans un contexte qui était difficile, mais qui a bien fonctionné, et regarder vers l'avenir. Et notamment, alors je ne vais pas citer les thèmes que vous avez évoqués sur l'année 2020-2021, mais donc sur le cyber, sur le risque sanitaire par exemple. Il y en a un que je vais rajouter que je trouve extrêmement intéressant, qui est l'interaction entre le droit et l'assurance. Parce qu'on voit que cette dimension-là va être je pressens qu'elle sera de plus en plus prégnante dans les mois et les années à venir. Et cette dimension sous l'angle recherche juridique et monde de l'assurance me semble intéressante à investiguer et j'en attends beaucoup. Voilà dans les grandes lignes, encore une fois, un très grand merci. Je trouve que le livre qui en ressort reflète bien la richesse de ces échanges et je le trouve plaisant à lire, donc j'espère que vous aurez l'occasion de vous y plonger, soit par thématique, soit pris dans sa globalité. Et je pense qu'effectivement, le point ultime autour des enjeux démocratiques est finalement la quintessence des interconnexions des risques les uns avec les autres et sur lesquels il faut qu'on renforce notre vigilance collective. Merci Rémi Saucier. Je vais céder la parole. S'il n'y a toujours pas de questions de la part des journalistes, je vais céder la parole à Alain Bauer. Et avant cela, simplement le précéder en remerciant également Julie Boucher qui a été en appui de la coordination. Xavier de Montfort a été cité, mais remercier également Julie Boucher. Alain, peut-être un mot sur la mobilisation des anciens chercheurs et préciser à tous ceux qui sont en ligne que ce qu'il y a derrière Alain est tout simplement le musée des arts et métiers. Où nous serions heureux de vous accueillir pour voir l'Éole 3, donc l'avion de Clément Ader. Oui, bonjour. C'est une vision virtuelle, puisque malheureusement aujourd'hui est une journée un peu chargée entre avant cette conférence et après cette conférence, donc je n'ai pas pu être présent. Souligner aussi le rôle de Raphaël Vigier, le directeur de cabinet de Jacques Richier, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette opération. Et puis souligner que ce qui est intéressant derrière ce qu'il y a à l'intérieur du rapport, c'est la flexibilité à la fois du conservatoire qui a réussi en tant que grand établissement à créer un outil sur mesure et adapté à une problématique propre. Et ceci est pour l'essentiel dû à la réactivité et la capacité notamment de l'administrateur général du CNAM. Je suis en général avare de compliments, donc il faut considérer ceci comme une sorte d'événement en soi. Et de son directeur de cabinet, Guillaume Baudet, qui a joué aussi un beau rôle. Absolument. Et puis de la capacité qu'a eu Jacques Richier d'accepter un dispositif relativement étonnant, puisque pour l'essentiel, soit les entreprises sous-traitent totalement une sorte d'animation extérieure à des établissements, soit ils envoient juste leur personnel ou leur cadre en formation. Là, il y a eu une création d'un ouvrage commun. L'ouvrage commun est à la fois la capacité qu'il y a eu à écouter, à entendre, à répondre et à produire ce document. Et je voulais indiquer à quel point il était assez exceptionnel dans l'univers français de le retrouver. Il y a quelques exemples, mais rares, aux États-Unis. En général, relativement peu de dialogue et de co-construction de ces opérations par les partenaires. Et c'est vraiment intéressant d'avoir réussi à faire cela et à avoir chaque fois un dialogue avec les responsables d'Allianz. Et d'ailleurs, l'année prochaine, même si nous n'avons pas encore déterminé qui seraient les co-constructeurs du rapport, puisqu'il y a eu des promotions d'ailleurs, visiblement, la participation au rapport a des côtés relativement bénéfiques pour ceux qui y participent. Il y aura donc également la même chose sur des sujets, et puis nous aurons la chance l'année prochaine, parce qu'il s'est pris au jeu,
d'avoir un contributeur relativement exceptionnel qui est l'administrateur général du CNAM, et donc je pense que son répondant sera le président d'Allianz qui passera volontiers de l'autre côté du miroir, d'organisateur à rédacteur, ce qui devra équilibrer les choses. En tout cas, voilà, et évidemment, nous sommes prêts à répondre, mais il y a beaucoup de matière à l'intérieur du document. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le CNAM démontre sa spécificité en ayant réuni des sciences dures et des sciences dites molles, des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences financières, d'avoir mis en avant ces outils. L'administrateur général a parlé de l'école des assurances, le pôle sécurité, défense, renseignement, cybermenaces, crise et criminologie, puisqu'il est né de cela, a aussi été en situation de mobiliser des compétences relativement diverses. Allianz aussi, malgré l'extraordinaire richesse de l'offre, et c'est bien de citer Cynthia Fleury-Perkins, parce que justement, la dimension humaniste qui est la naissance de la mutualité et donc de l'assurance doit toujours être prise en considération. En tout cas, c'est une des valeurs du conservatoire. Je crois que c'est ce mélange-là qui a donné ce très joli document, à la fois en termes de qualité de contenu et de diversité des approches. Merci Alain. Je renouvelle mon appel aux questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi les journalistes présents dans cette conférence virtuelle? Monsieur Robert. Bonjour. Nous vous Je suis écoutons. journaliste pour l'agence de presse AEF Info de Sécurité. Et je voulais vous faire réagir en fait sur la prise en compte des risques des cybermenaces et notamment quels nouveaux risques ont été identifiés. Je laisse la parole à Rémi Saucier et ou Alain Bauer. Alain, peut-être. Alors, pour les cybermenaces, il faut le savoir que pour l'essentiel, 99% de l'activité en cybermenaces, c'est de la bonne vieille escroquerie qui nécessite la participation plus ou moins volontaire de la victime. C'est-à-dire que si vous recevez un courriel expliquant qu'on va vous faire repousser les cheveux, c'est un sujet qui me concerne très personnellement, ou augmenter divers outils qui vous servent à des activités plutôt horizontales, ou payer 100 ou 200 ou 500 euros pour trouver ce beau jeune homme perdu au fin fond d'une forêt africaine et qui a perdu son porte-monnaie, et que vous répondez au courriel, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est essayer désespérément de vous prévenir sur le fait qu'il ne s'agit que d'une simple escroquerie qui vise simplement à vous détourner de l'argent. Le 1% qui reste est beaucoup plus sophistiqué et pose un problème de contradiction, ou en tout cas de confusion entre le cyberespionnage qui nécessite qu'on ne vous voit pas, la cyberguerre qui nécessite de vous détruire, et ça se voit beaucoup, la cyberescroquerie qui nécessite de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, le cyberterrorisme qui nécessite d'être extraordinairement visible, ou le cyberactivisme qui utilise simplement le défaçage de votre site pour transférer des informations. Alors, on peut avoir un seul hacker pour faire tout ça, mais fondamentalement, il y a une beaucoup plus grande division du travail, et l'arrivée des nouveaux opérateurs techniques qui ne dépendent plus structurellement des États centraux, mais qui peuvent travailler pour eux, des mercenaires, a amené depuis octobre-décembre de l'année dernière une très forte augmentation des attaques contre des sites beaucoup plus importantes. On pense à des grands opérateurs du BTP, par exemple, récemment, mais aussi des opérateurs bancaires, des opérateurs des réseaux de communication. Récemment, en pleine période de Covid, contre des hôpitaux. Il y a d'ailleurs eu, pour la première fois, un mort suite à une attaque dans un hôpital qui n'a pas été en situation d'accueillir une femme malade en Allemagne. Et donc, on a une évolution vers plus sophistiqué, plus grand, plus large, plus fort, et puis en même temps une diffusion très large sur Internet et dans les réseaux du Deep Web ou du Dark Web, on choisira comment on veut l'appeler, de toute une série d'outils pas chers qui permettent d'attaquer de très nombreux opérateurs et de piquer chaque fois 10, 20, 30, 40, 50 euros, mais une multiplicité de cas en fonction du numéro de carte de crédit qui a été choisi. Alors, je souligne ça avec d'autant plus d'intérêt qu'il y a quelques années, nous avions parlé avec Jacques Richier d'une initiative assez rare dans le milieu de l'assurance, qui était d'anticiper les risques à venir, puisque Allianz avait passé un accord avec un opérateur technologique, pas le CNAM, pour anticiper ces risques et mettre en place à la fois des outils préventifs et curatifs.
Mais c'est vrai qu'on est face aujourd'hui à 2 virus en même temps. Le virus qu'on voit, celui qui nous pose des problèmes sanitaires et qui fait que, étant seul dans ce bureau, je peux ne pas porter de masque, mais si j'étais avec vous, j'en porterais un comme tout le monde. Et aussi le virus cyber qui s'étend, s'aggrave, se développe et est en train de submerger, y compris des outils aussi développés que l'ANSSI, qui a beaucoup de mal à répondre à une demande qui s'est extraordinairement diversifiée, petits, moyens et gros, grandes victimes, ce qui est tout à fait nouveau, et nous allons nous y replonger l'année prochaine. Et juste peut-être un commentaire complémentaire, au-delà des enjeux politiques et stratégiques au sens international, comme on vient de l'évoquer, il y a également des enjeux économiques pour les entreprises, et donc il y a des enjeux de protection de la masse assurée, et donc d'offres d'assurance sur lesquelles je pense qu'il y a des champs de développement pour proposer des offres adaptées aux besoins et éviter le risque de sous-assurance, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Je me permets juste un mot, et en saluant tout le travail qui est fait dans le pôle sécurité-défense que dirige Alain Bauer. D'ailleurs, il y aura l'année prochaine une conférence de Véronique Legrand sur les cyber-risques pour montrer, je dirais, l'importance du lien entre Alliance France et le CNAM. Je reviendrai sur, et c'est l'occasion de saluer sa mémoire parce que malheureusement il a disparu, sur ce que faisait le professeur Michel Fromenteau dans le cadre de sa chaire actuarielle. Nous avions organisé une conférence et il avait pris un exemple extrême qui est le 25 décembre au matin, quand tous les hackers chinois attaquent les jeux que leurs parents ont fabriqués pour les petits-enfants des pays occidentaux. Alors ça semble un détail, mais quand on regarde la carte du hacking, les cartes du hacking qu'on peut faire jour par jour, c'est une espèce d'explosion. Et je trouve que c'est très révélateur de ce que disait Jacques Richier, de la nécessité de penser sur un monde globalisé, de penser un problème démocratique, de penser des problèmes civilisationnels, puisque on voit comment, je dirais que si on se permet, on est attaqué à nos fondements, c'est-à-dire les jouets des enfants le 25 décembre, fabriqués parce qu'on ne fabrique plus de jouets. Donc je pense, voilà, il y a une espèce de boîte noire qui nous permet de, ce qui est quand même l'objet, de réfléchir ensemble, de trouver ce que je disais tout à l'heure, où est notre lien le plus fort. Et je trouve que c'est un exemple assez parlant sur cette question-là. Non, moi je voulais juste dire effectivement que ça nous paraît être... Alors moi je pense qu'il est sous-estimé. Et il est sous-estimé sur le 1%. En fait, nous sommes des victimes des ce qu'on appelle les tails sur les courbes de Gauss. Et on se focalise sur les 99%, mais le 1%, c'est celui qui est systémique. Et on n'a pas de chance dans l'assurance. On pensait que les lois de la probabilité faisaient qu'on pouvait considérer que ça nous arriverait une fois tous les 20 ans, 50 ans ou 100 ans. Mais si on regarde ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, on s'aperçoit qu'il faut maintenant aller regarder plutôt sur le 1% ce qui se passe et quelles sont les conséquences de ce 1%, d'où je pense les travaux importants à réaliser en 2021. Je vous propose de clore cette présentation, remercier les équipes d'Alliance, les équipes du CNAM, les équipes techniques notamment qui ont permis cette organisation aujourd'hui. Et les enseignants-chercheurs qui ont participé à ce travail, tous les contributeurs d'Alliance également. Je remercie Olivier Faron et Jacques Richier d'avoir en binôme présenté cette importante contribution. Et donc, l'ensemble des équipes en charge de ce projet, Rémi Saussier, Alain Bauer, vous donne rendez-vous pour la saison 2 prochainement entre Alliance et le CNAM. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt.